Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la comptabilité générale belge. Alors, nous avons déjà vu dans notre première vidéo une petite introduction sur ce qu'était la comptabilité, les entreprises, hein, et quelques petits principes de base. Ensuite, on a décrit ce qu'était le bilan. Hein, et donc, maintenant on sait bien, quelles sont les différentes parties du bilan et comment est-ce qu'elles sont classées. On a été aussi, voir ce qu'était le compte de résultat, qui est le deuxième document de fin d'exercice, hein. On a, finalement bien vu que, elle classait, les charges, les produits, hein, en fonction voilà, de différents, amas, hein, qu'on va ensuite, pouvoir, soustraire l'un à l'autre. Donc on va soustraire, les charges des produits et finalement voir si on a un bénéfice, si cette soustraction est positive ou une perte si cette soustraction est, négative. Ça se fait sur un exercice comptable et on classe quand même ces charges et ces produits, par catégorie. Les 2 principales étant, les charges et produits dits d'exploitation et donc qui concernent, vraiment le métier de l'entreprise. La deuxième catégorie étant, les charges et les produits financiers et donc qui concernent mes investissements et mes emprunts. Voilà, une autre, distinction, est aussi à prendre en compte, le fait de savoir si ces charges et ces produits sont récurrents ou non et ça, ce sera important parce que ça nous permettra d'anticiper les charges et produits, futurs, en tout cas ceux qui sont récurrents. Évidemment, on va utiliser ça pour, calculer notre impôt, hein, pour autant, évidemment que, on ait de quoi payer l'impôt, donc on ait un bénéfice. Hem, Si on a un bénéfice, on va, en fin d'exercice, affecter cet exercice, c'est-à-dire, ce bénéfice, excusez-moi, c'est-à-dire utiliser ce bénéfice pour le distribuer ou éventuellement le reporter à une année ultérieure, ce qu'on pourra également faire avec une perte. Hem, il y a quelques opérations, également qui permettent ce qu'on dit un prélèvement sur des réserves, afin de remettre un peu de cash disponible ou alors on peut carrément aller demander à, nos investisseurs, nos actionnaires d'intervenir, c'est-à-dire soit de compenser la perte, soit de rajouter, hein, du cash, pour faire un investissement, futur et donc faire grandir l'organisation. Voilà. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le plan comptable, hein, et donc un petit peu regarder comment est-ce qu'on classe ces différents amas, comment est-ce qu'on les répertorie et donc on va utiliser pour ça une numérotation, hein. Donc 8 classes, hein, avec évidemment le zéro, droit et engagement hors bilan que on n'approfondira pas, tellement dans ce cours. Alors, heu, le plan comptable, sa structure est une structure imposée. En tout cas, il y a un minimum qui est imposé. On appelle ça le plan comptable minimum normalisé, hein. Donc c'est tout le monde a cette structure au minimum. Hein. Donc, la première structure, date d'un arrêté royal de 83. Attention, si jamais vous allez chercher un plan comptable minimum normalisé, comme ça sur le net, car on a eu des changements, récents, de l'arrêté royal de 2015, applicable en 2016. Donc il est possible, hein, que, vous trouviez un plan comptable minimum normalisé qui soit un peu périmé si jamais vous en cherchez un comme ça. Voilà, pour mes élèves, moi je vous en fournis un et c'est celui qu'on va utiliser. Pour les autres, qui sont arrivés ici un peu par hasard, eh ben, vous pouvez toujours aller consulter le petit site internet,
que je vous ai mentionnés là en bas, hein, voilà, c'est des formateurs en comptabilité qui mettent à disposition un plan comptable et j'ai vérifié, le mien ressemble très, très fort au leur. Donc il est possible d'utiliser celui-ci pour suivre, cette vidéo. Voilà, donc 8 catégories qu'on va, et ben, il faut un petit peu mémoriser ça, hein, où est-ce qu'on va mettre chaque chose et afin de le mémoriser de façon pratique, je vous ai fait ce petit tableau-ci, hein, où, j'ai en fait un peu réuni, ce qu'il y avait dans chacune des classes. Alors, regardons ça. La classe 1, hein, et vous pouvez prendre déjà votre plan comptable minimum normalisé, hein, et regarder un peu dedans avec moi, hein. Dans la classe 1, on trouve des choses, ben, les capitaux propres bien sûr, et les dettes à plus d'un an sont 2 gros exemples. En fait, en classe 1, on aura des passifs et on aura des passifs de long terme, hein. Donc à plus d'un an, les capitaux propres, on sait que c'est non exigible. Donc ce sont des passifs à long terme ou peu exigibles qu'on va classer là. OK? Donc ça sont toutes voilà, des définitions qu'on a déjà vues ensemble, donc je reviens pas dessus, hein. Mais donc si c'est long terme, si c'est peu exigible, c'est un passif long terme, ça va en classe 1. Assez facile à retenir. En classe 2, et ben, on voit ici actifs immobilisés, créances à plus d'un an, hein. Ce sont bien des actifs qui sont peu liquides, ils sont immobilisés, ils sont à plus d'un an, ils sont là dans l'entreprise pour un moment, hein. Des actifs peu liquides, donc de long terme et donc en classe 2, nous classerons tous nos actifs de long terme, c'est-à-dire peu liquides. Bon, 1 et 2 sont des classes très pratiques, voilà, passif long terme, actif long terme, ils sont tous là, c'est facile. La classe 3, à l'époque, m'a donné, beaucoup plus de fil à retordre. Il s'agit d'actifs, de stock, hein, donc ce sont tous les thématiques de stock qui sont là, hein, mais sont des actifs un peu spéciaux. Je les ai appelés actifs d'inventaire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans un premier temps, c'est que ces stocks ne seront mouvementés qu'au moment où je fais l'inventaire, c'est-à-dire où je compte ces stocks. Alors légalement, je suis obligé de le faire une fois par an. Avant de faire, mes documents de fin d'exercice, je vais compter mes stocks pour être sûr que, j'ai une bonne vue sur tout ce que j'ai en stock et donc ne pas mettre de bêtises dans, la photographie, qui est le bilan que je vais, remettre, à l'administration. Heu, Maintenant, de plus en plus, on a des inventaires en temps réel, hein. Ça veut dire on peut mouvementer ça en temps réel et avoir une photo beaucoup plus précise de, l'état de notre patrimoine. Voilà, hem pour ce cours, j'estimerai qu'on fait le minimum légal et donc on fera ça en fin d'exercice et donc je parlerai dans un 1er temps assez peu de cette catégorie 3, hein, même voilà, elle va venir au fur et à mesure, mais donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que je ne la mouvemente qu'au moment où je fais l'inventaire. Voilà. La classe 4 m'a aussi, offert, quelques difficultés puisqu'elle comporte à la fois des actifs et des passifs, hein. Vous voyez, créance, c'est un actif, dette, c'est un passif. Ce qui, les caractérise, c'est leur caractère court-termiste, hein. Donc que ce soit des actifs ou des passifs, ce sont, toujours des actifs et des passifs de court terme, donc soit relativement exigibles, soit relativement liquides. Voilà, donc tout ce qui est actif et passif de court terme, donc facilement exigible ou, liquide, eh ben, on va les mettre en classe 4 et oui, malheureusement, que ce soit un actif ou un passif, ce sera là et donc on devra aller faire un tri, parmi les sous-catégories pour savoir lesquelles sont actives et lesquelles sont passives. Voilà. La classe 5 est une chouette classe aussi, parce que j'y trouve, toutes des thématiques actives, hein, mais super liquides. C'est-à-dire que c'est soit,
très, très, très proches du liquide, je peux les revendre en un claquement de doigts, soit c'est carrément du liquide, hein. Donc placement de trésorerie, c'est considéré comme quasi liquide, hein, je peux les revendre en bourse assez facilement et valeur disponible, hein, là, c'est carrément du liquide, c'est du cash qu'il y a sur votre compte en banque ou à la caisse, hein. Donc, la catégorie 5 est exclusivement, destinée aux actifs totalement liquides ou quasi liquides. Voilà, donc chouette classe, on sait ce qu'il y a là-dedans. Hem, alors, il nous reste les charges et les produits qui sont excessivement bien classés. 6, vous avez toutes les charges et 7, vous avez tous les produits. Ah ça, c'est excessivement facile. Hem, donc, ce petit tableau, beh, je vous conseille de le mémoriser, hein. Hem, voilà, moi je mémorise pas, les rubriques, enfin les numéros de compte de chacune, des masses, auxquelles on est confronté dans le plan comptable. Voilà, ça ne m'est pas utile, étant donné ma pratique. Mais par contre, ce petit tableau, je le connais par cœur et donc je sais aller retrouver dans mon plan comptable minimum normalisé, hein, que j'espère que vous avez près de vous, hein. N'hésitez pas à l'imprimer parce que, en ce qui concerne mes étudiants, vous pouvez tout à fait, à l'examen, disposer de votre plan comptable minimum normalisé et j'admets même que vous l'annotiez, hein. Donc, vous ne devez pas connaître ça par cœur, mais par contre, vous devez être redoutable pour être rapide, pour, retrouver, les comptes à mouvementer dans le cas d'une opération. Voilà, hein, si, vous suivez ce cours, enfin cette vidéo en dehors de mon cours, eh bien évidemment référez-vous à ce que votre professeur vous demande. Ce qui est important encore est de comprendre comment est subdivisé, les différentes classes de ce plan comptable minimum normalisé. C'est une subdivision dite décimale. J'aime bien ce terme-là parce que finalement, ça équivaut à mettre une virgule, si on voulait faire une comparaison avec ce qu'on connaît en mathématiques, une virgule derrière le chiffre de la classe, hein. Et si on met une petite virgule là pour s'imaginer comment c'est, eh ben, on voit bien que, charge qui est en 6 comprend services et biens divers qui est en 6,1. Donc si on s'imagine que c'est 6,1, ben, on se dit: «Ouais, bah, 6,1 c'est presque 6, hein?» Et donc c'est toujours, hein, inclus dans la catégorie supérieure. Alors ça porte des différents noms suivant le nombre de chiffres, qu'on a. Je ne serai pas hyper rigoureux, sur, l'utilisation de ces termes. Je parle volontiers de classe et de compte et beh, mon plan comptable minimum normalisé ne va pas toujours jusqu'à 4 chiffres. Donc quand j'utilise, une sous-rubrique, pour classer les choses, je parlerai de compte aussi, hein, et rubrique est un terme que j'utilise de manière, générique aussi. Par contre quand je parle de classe, là je parle bien de hein, des 8 classes que nous avons au plan comptable minimum normalisé. Mais donc voilà, je m'offre, une certaine liberté quant au vocabulaire que j'utilise, mais voilà, la chose importante à retenir, c'est que, au plus vous avez de chiffres, au plus ils sont inclus, hein, dans des chiffres qui, sont eux-mêmes plus courts, hein. Et vous avez un petit exemple là sur la droite. Très, très bien. Alors, on va, s'exercer à faire ça. On va donner un petit exemple, hein. Chaque fois de se prendre un intitulé, hein, par exemple ici: «Capital souscrit», hein, on sait bien ce que c'est le capital souscrit, hein, et on va voir attends, est-ce que c'est facile de retrouver le numéro de compte de capital souscrit comme ça? Donc capital souscrit, on sait que c'est, l'argent que nous a prêté, nos actionnaires. Donc ça, on sait que c'est totalement non exigible et que c'est un passif. Donc c'est bien un passif dit de long terme. Alors puisque c'est un passif de long terme, je sais par cœur que c'est en classe numéro 1, hein, et ça tombe bien parce que c'est le premier, hein, donc on voit ici 100 capital souscrit. Donc voilà, c'est relativement efficace. Je sais où c'est, je peux aller retrouver le compte, hein, et commencer à faire mes opérations. Deuxième exemple, si j'ai établissement de crédit à plus d'un an, OK? Établissement de crédit, ben, c'est finalement,
une banque, hein, finalement, qui m'a prêté de l'argent à plus d'un an. OK, donc elle m'a prêté de l'argent, c'est bien de l'argent que j'ai à ma disposition et donc un passif et il est à plus d'un an, donc je sais qu'il est dans mes passifs de long terme. Alors, celui-là, il va être moins facile que capital souscrit, hein, parce que c'est pas le premier de la liste. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre les rubriques, hein, donc chaque fois ceux à 2 chiffres que moi j'ai soulignés dans mon plan comptable minimum normalisé, hein, et de les prendre un par un, de se demander si c'est ça, hein. 10 capital, non, ça c'est mes actionnaires, c'est pas mes actionnaires. 11 apport hors capital, on n'a pas encore vu ce que c'est, donc c'est pas ça. 12 plus-value de réalisation, bah, c'est pas ça. 13 réserves, c'est pas ça non plus. 14 bénéfices reportés, c'est pas ça. 15 subsides en capital, c'est pas ça. 16 provisions et impôts différés, c'est pas ça. 17 dettes à plus d'un an. Ah, là, ça me dit quelque chose. Effectivement, l'établissement de crédit représente une dette et elle est bien à plus d'un an. OK? Donc, vais pouvoir rentrer là dans ma classification, hein. Moi, j'ai 170 emprunts subordonnés, non, c'est pas ça. 171 emprunts obligataires non subordonnés, c'est pas ça non plus, hein. On n'a pas encore vu cette notion de subordination, hein, on verra ça un peu plus loin. Hein. 172 dettes de location, financement, ça c'est du leasing, c'est pas ça non plus. Et on a 173 établissements de crédit. Yes, on l'a trouvé. Hein. Et donc, voilà, on peut aller un peu plus loin, mais moi, 173, pour l'instant, ça me convient. Oups, déjà très très bien. Ben voilà, c'est ce que j'ai mis, 173. Hein. Si vous voulez, on peut rentrer dedans, mais on n'a pas encore réellement les notions pour pouvoir comprendre ça. Donc voilà, allons-y pour le prochain. Terrain, hein, donc terrain, ça c'est bien quelque chose que j'ai fait avec l'argent qu'on m'a prêté. Et j'ai acheté un terrain qui est donc un actif. En principe, quand on achète un terrain, on le fait à long terme, hein. Ça c'est une hypothèse implicite que je fais ici, c'est que ce terrain, on l'a pas acheté pour le revendre, on n'est pas une entreprise immobilière, donc on l'a acheté à long terme pour l'utiliser pendant plus d'un an certainement. Hein. Donc, on sait que c'est un actif et qu'il est de long terme, et donc on sait que tous les actifs de long terme sont mis en classe 2. Hein. On y va. 20 frais d'établissement, non, c'est pas ça. 21 immobilisation incorporelle, ben non, mon terrain, je peux le toucher, il n'est pas incorporel, donc je passe. Et 22, ben, j'ai directement terrain et construction, ben, je suis bon. Et le suivant, c'est 220 terrain. Nickel, hein. Voilà, j'ai mis 2200 parce que j'ai été un cran plus loin, mais ça, 220, c'est déjà bon pour moi. Voilà. Mobilier et matériel de bureau, eh ben ça va être aussi un actif, quelque chose que j'ai fait avec mon argent. Et en principe, hein, ça c'est du mobilier que j'estime que je vais utiliser. Et donc ça va être un actif de long terme. Je vais aussi le chercher en classe 2. Je ne l'ai pas vu jusqu'ici, donc je continue à partir de mon 22. Je vais en 23, installation, machine et outillage. Je sens que je touche presque au but et j'arrive en 24, mobilier et matériel roulant. C'est nickel, moi j'ai du mobilier ici, hein, et puis j'ai 240 mobilier et matériel de bureau. Ça c'est nickel, hein, je vais le prendre pour 240. Voilà. Alors, continuons. Stock de marchandises. Ah voilà, ça je sais que c'est ma catégorie un peu spéciale, dite d'inventaire. Donc ce sont des actifs, hein, mais des actifs un peu spéciaux que je comptabilise au moment de l'inventaire. Et ceux-là, je sais qu'ils sont en classe 3 parce que je le connais par cœur. Et donc je vais aller avec vous en classe 3. Et je vois 30 matières premières, non, c'est de la marchandise. 31 fournitures, non, c'est de la marchandise. 32 en cours de fabrication, non. 33 produits finis, non. 34 marchandises, ok, nickel, je peux plonger. Hein. 340 stock
de marchandises. Nickel, j'ai ce qu'il me faut. Continuons, et on va aller voir client. Et ce qu'on sait, c'est que quand on a client, en fait, ça veut dire créance client. C'est de l'argent que mes clients me doivent. Donc c'est bien quelque chose que j'ai décidé de faire avec mon argent, le prêter un instant à mes clients, et j'espère bien qu'ils vont me rembourser à très courte échéance. Donc c'est bien un actif de court terme, et on sait que actifs comme passifs de court terme, je vais les retrouver en classe 4. Alors, allons voir cette classe 4. Hein, et 40, j'ai créance commerciale. Ben, je suis direct dans le bon. Et c'est le premier. 400 clients. Ok, donc ce sont bien des actifs, hein, et le 400 clients est là où je vais devoir classer mes créances clients. Deuxième amas court-termiste, fournisseur, et on sait que quand on parle de fournisseur, on parle de dette fournisseur. Donc c'est bien de l'argent que me prêtent, entre guillemets, à très court terme mes fournisseurs en attendant que j'ai payé la facture. Hein. Donc ce sera un passif de court terme, hein, mais on sait que passif comme actif de court terme sont en classe 4. Donc je vais continuer. 41 autres créances, c'est de l'actif, je passe. 42 dettes à plus d'un an, échéant dans l'année. Alors ça, c'est du passif. Oui, échéant dans l'année. Donc, c'est effectivement du passif. Donc, je passe. Excusez-moi. Non, je cherche du passif. Hein, mais c'est pas une dette à plus d'un an qui est échéant dans l'année. Donc, je peux passer aussi. Dette financière, ben non. Hein, mes fournisseurs, c'est pas des banquiers. C'est pas une relation avec de l'emprunt et de l'investissement. Non, non. Ça, c'est bien le suivant. Dette commerciale. Donc, c'est rapport à mes rapports commerciaux. Et c'est bien une dette un passif. Et d'ailleurs, le suivant est bien 440. Enfin, si je plonge dedans, 440 fournisseurs. Hein, et c'est bien celui-là que je vais avoir. Chouette, chouette bien. Allons-y pour la banque. La banque, je sais que c'est mon compte en banque, c'est un portefeuille que la banque garde en sécurité pour moi. Dans ce portefeuille, j'ai du cash. C'est bien quelque chose que je décide de faire avec mon cash, donc c'est bien un actif, mais c'est un actif spécial parce qu'il est complètement liquide. Hein, ce que j'ai à ma banque, eh ben, je peux l'utiliser directement en cash, je peux même retirer des billets avec. Hein. Donc, je vais le classer dans mes liquidités. Et mes liquidités, je sais qu'elles sont extrêmement bien classées en classe 5. Et donc, on peut aller ensemble visiter la classe 5. Action propre, non, c'est pas ça. Action par et placement, c'est pas ça non plus. Titre à revenu fixe, c'est pas ça. Dépôt à terme, ben non, c'est pas ça. Valeur échue à l'encaissement, c'est pas ça. Établissement de crédit, ah, un établissement de crédit, ça c'est une banque. Donc je vais jeter un coup d'œil là-dedans. Et moi j'ai noté, hein, j'ai pris une notation un petit peu spéciale dans mon plan comptable que j'ai fait pour mes étudiants. J'ai noté 55x0. Hein. Donc, banque compte courant, c'est bien ça que je cherche, hein, mais je peux avoir plusieurs banques. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un X, mais en général, on considère qu'on n'en a qu'une dans les exercices, donc on va prendre 5500 banques, compte courant, hein, et donc on va pouvoir classer les choses là. Très, très bien. Alors, achat de marchandises. Alors ça, je sais que c'est une charge, hein, et les charges, c'est trop facile. Elles sont toutes classées en niveau 6, hein, en classe 6, hein, et donc on est parti. 60 approvisionnement, excusez-moi, et marchandises. Hein. Bon, ça a l'air pas mal comme classe. On y va, on plonge dedans. 600 achats de matières premières,
Non, c'est pas de la matière première. 601 achats de fournitures, non, c'est pas des fournitures. 602 achats de services, travaux et études, non, c'est pas ça. 603 sous-traitance, c'est pas ça. 604 achats de marchandises, bingo, on l'a trouvé, c'est bien le 604. Good. Vente de marchandises, alors ça, on sait que c'est notre chiffre d'affaires et que c'est du produit. Et les produits, on sait qu'ils sont excessivement bien classés puisqu'ils sont tous en classe 7. Alors, tournez quelques pages parce que la classe 6 est assez longue. Et en classe 7, eh ben, la classe 7 est un peu spéciale parce que en fait, on la range un petit peu comme on veut en fonction du business de l'entreprise, hein. Donc, voilà. De toute façon, on va être dans 70 chiffres d'affaires, ça c'est vrai pour tout le monde et voilà, moi j'ai pas trop, séparé, ce qu'il y avait dans le chiffre d'affaires. J'ai pris 3 choses qui nous seront utiles. Je les ai mis là, mais sachez que vous pouvez classer ça, un petit peu comme vous voulez en dessous, hein. J'ai pris des grandes constantes, 700 ventes de marchandises, 701 ventes de produits finis, 707 prestations de services. Voilà, ici, on est bien en vente de marchandises, donc 700, ça paraît très cool. Voilà, hein. Donc, j'espère que, vous êtes convaincus qu'à l'aide de la petite mémorisation que, je vous ai demandé, ça va être très facile pour vous d'aller retrouver vos jeunes, façon de parler, dans votre plan comptable, qu'ils soient minimum normalisés ou pas d'ailleurs, hein, puisque dans les entreprises, souvent, il y a plus de subdivisions, hein, on va plus loin afin de pouvoir un peu réfléchir à ces sujets par après. Voilà, au-delà de ça, beh, voilà, entraînez-vous un petit peu à faire ça, hein, ça peut toujours être utile. Voilà. Si, je vous fais faire tout cet exercice, c'est bien pour que vous soyez capable d'enregistrer des opérations, hein, et donc on va voir un petit peu, comment est-ce que les comptes fonctionnent et finalement comment est-ce qu'on peut enregistrer nos premières opérations. Alors, j'ai besoin, pour vous expliquer ça, de cette notion de compte. Qu'est-ce que ça veut dire un compte? Un compte est tout d'abord une subdivision, hein, rubrique, sous-rubrique, hein, voire encore plus avancée, hein, soit du bilan, soit du compte de résultat, soit des droits et engagements hors bilan. OK? Donc, il y a chaque fois, elles ont des petites subdivisions, hein, et un compte est une partie, finalement, du bilan, du compte des résultats ou des droits et engagements hors bilan. Du coup, comme c'est une partie de ça, eh ben, ça permet de suivre les fluctuations de certains éléments du patrimoine, du résultat ou des droits et engagements hors bilan. Cette subdivision, hein, on va dans un premier temps l'expliquer à l'aide du grand livre des comptes. Alors je vous ai déjà montré le processus comptable dans sa totalité et donc vous savez que en principe on inscrit les choses au livre journal avant de les transférer dans le grand livre des comptes, hein. En tout cas, c'est la manière, historique de se représenter les choses, on va dire ça comme ça, hein, puisque à la base, eh ben, on prenait un gros livre, si possible pas trop poussiéreux, hein, on l'ouvrait et on marquait ça à la main dans ce livre, hein, et donc pour pouvoir, rassembler, finalement les choses par catégorie, on recopiait, cette vue chronologique qu'on avait fait dans le livre de journal dans une vue, divisée par rubrique, par compte, hein, du grand livre des comptes. Donc moi, je vais commencer par utiliser cette représentation du grand livre des comptes, très simple, hein, et on verra après le grand livre journal pour savoir, hein, quels sont les us et coutumes de cette vue, hein. Mais voilà, hein, donc sachez que je commence par la fin et que on accédera à une compréhension totale à la fin du prochain cours et on pourra jouer avec ça après.
Voilà. Alors, comment fonctionne un compte? Eh ben, ces comptes, on peut les débiter et les créditer. Donc débiter, pour le moment, c'est simplement inscrire un montant dans la colonne débit de ce compte. On appelle ça débiter. Et a fortiori, inscrire un montant au crédit, dans la colonne crédit de ce compte, on appelle ça créditer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va comprendre qu'on aura on aura excusez-moi, on aura un calcul en fin de période qui me permettra de savoir si la somme des débits est supérieure ou inférieure à la somme des crédits et donc finalement de calculer un solde qui sera dit débiteur si le débit est plus grand et qui sera dit créditeur si le crédit est plus grand. Ok. Donc, c'est bien ce solde qu'on reportera, hein, dans les documents de fin d'exercice que sont le bilan et le compte des résultats et éventuellement l'annexe. Voilà, hein, mais j'en parle pas trop, donc j'insiste pas trop là-dessus. Voilà. Alors, voici la représentation, excusez-moi, d'un compte, hein. On voit que on a débité 2 fois, chaque fois pour un montant de 200 et on a crédité une fois pour un montant de 500. Alors, je vous laisse réfléchir une seconde de savoir si on a un solde créditeur ou un solde débiteur, hein. On voit que somme des débits, ça fait 400, somme des crédits, 500. OK. Le crédit est plus grand que le débit, donc nous avons un solde créditeur. Et on peut carrément aller le calculer. On va faire crédit moins débit, et donc on aura un solde créditeur de 100 dans ce cas-ci. Et c'est bien ce solde créditeur que je reporterai dans mes amas au niveau de mon bilan et de mon compte de résultat. Voilà. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'on me voulait quand on m'a expliqué ça. Pourquoi? Parce que certains comptes augmentent au débit et diminuent au crédit, tandis que d'autres comptes augmentent au crédit et diminuent au débit. Alors moi, j'ai trouvé ça un petit peu non intuitif, voilà, et j'ai commencé par faire un petit graphe que vous voyez ici en bas, hein, où j'ai dit, ben voilà, hein, tout ce qui est actif, eh ben, quand ça augmente au débit, et quand ça diminue, eh ben, ça diminue en le créditant. Le passif, c'est l'inverse. Quand ça diminue, on le débite, et quand ça augmente, on le crédite. Et vous voyez que pour charger produit, hein, c'est aussi un peu compliqué. Ça augmente pour les charges au débit et ça diminue au crédit. Et pour les produits, ça diminue au débit et ça augmente au crédit. Alors, allons-y pour utiliser ça, hein. Euh, Voilà, si vous n'avez que peu, d'utilisation de la comptabilité et que la seule chose que vous voulez faire, c'est de pouvoir, écrire ces opérations, voilà. À la base, moi, j'avais retenu un petit truc, qui m'a aidé, à comprendre, dans un premier temps ce qu'on me voulait, hein, et j'ai retenu 4 choses. Alors pourquoi j'ai retenu ces 4 choses-là? Parce que les 3 premières, je les avais déjà, hein. Quand on vous, présente, le bilan, on met toujours actif à gauche et passif à droite. Quand on vous présente, le compte de résultat, en tout cas moi j'aime bien mettre, charge à gauche et produit à droite. Et quand on vous présente un compte, on vous met débit à gauche et crédit à droite, hein. Donc voilà, on a, soit vous l'apprenez par cœur, soit vous l'avez déjà quelque part dans votre cerveau, hein. Et ce que je vous propose, c'est de raccrocher à ça un petit truc, hein, simplement, hein, plus moins, moins plus.
hein. Et donc, si vous mettez vos tableaux, comme j'ai fait sur la droite, actifs et passifs dans le bon ordre, hein, avec chaque fois débit, crédit, vous voyez que en mettant plus, moins, plus, eh ben, finalement, vous retombez, hein, sur, là où il est augmenté, là où il est diminué, ou, pour le passif, là où il est diminué, puis là où il est augmenté, hein. Et donc avec ce petit truc, je sais directement si, eh ben, je dois débiter ou si je dois créditer quand j'ai affaire à un actif, un passif, une charge ou un produit, et je comprends s'il augmente ou s'il augmente pas. Donc ça m'aide beaucoup. Hem, voilà, d'autres personnes, qui préfèrent, mettre ça dans une petite phrase, hein, ça c'est quelque chose que j'ai chopé chez mes collègues, hein, voilà, qui préfèrent exprimer ça sous une petite forme de phrase, hein. Et on peut se dire simplement, et c'est assez logique, les comptes situés à gauche augmentent par la gauche, c'est-à-dire par le débit, et les comptes situés à droite augmente par la droite, c'est-à-dire par le crédit. OK? Donc ça marche très bien dans un premier temps pour pouvoir faire vos opérations, hein. Moi, je l'utilise encore régulièrement pour vérifier que, ma manière de raisonner, hein, est correcte, et voilà, c'est une sorte de petite recette toute faite, aide-mémoire qui permet de savoir si, vous êtes cohérent. Bon, cette petite recette est pas mal, mais ce que j'aimerais faire, c'est de développer avec vous, comment dire? Une vue plus, conceptuelle, hein, une vue plus conceptuelle de la comptabilité qui serait finalement un équivalent, d'une notion systémique de l'organisation. Et donc, si vous voulez aller jusque-là, et moi je vous pousse à le faire, faites-le certainement si vous étudiez la comptabilité pour d'autres buts, hein. Cette vue va vous être redoutablement utile au moment de la comptabilité analytique, par exemple. Hein, ou voilà, si vous faites du contrôle de gestion et tout ça, ça va fortement vous aider de, en tout cas, pouvoir comprendre ça, hein. Et voilà, si vous pouvez réfléchir comme ça c'est, je pense que c'est encore mieux, hein. Mais bon, évidemment, vous choisissez, vous avez toujours votre recette toute faite si jamais, ce que je vais dire maintenant vous embrouille complètement. Très bien. Alors, je vais utiliser 4 définitions, hein, qui vont bien nous faire comprendre, encore d'une autre manière, ce que pourraient être les amas qu'on a déjà, définis. Donc, je voudrais, et j'ai été chercher bêtement les définitions du Larousse, hein, donc j'ai pas été, très, très loin, mais juste pour conceptualiser, hein, qu'est-ce qu'un droit? Hein, beh, c'est quelque chose qui confère un pouvoir, une prérogative, quelque chose que vous pouvez faire, hein. Le bon exemple serait un droit de propriété. Voilà, hein. Et quand on parle de droit, hein, ça résonne assez bien finalement avec actif. Ce qu'on fait de notre argent, hein, nous donne en général des droits. OK? Hein? Et donc cette notion d'actif va, être, très, va nous aider fort pour comprendre que débiter, en fait, c'est faire rentrer de la valeur dans l'organisation, et créditer, c'est faire sortir de la valeur de l'organisation. Donc finalement, ce que je vous propose ici, hein, c'est de délimiter, hein, le tour de l'organisation, de regarder ce qui rentre et de regarder plus précisément la valeur qui rentre, et de regarder plus précisément la valeur qui sort. Donc, en ce qui concerne mon droit, hein, en ce qui concerne mes actifs, quand un droit rentre, donc quand un actif rentre dans l'organisation, eh ben, de la valeur rentre dans l'organisation. Donc si un droit rentre dans l'organisation, si un actif rentre dans l'organisation, hein, de la valeur va rentrer dans l'organisation, et donc je vais débiter ce compte.
Par contre, si un droit sort de l'organisation, à ce moment-là, de la valeur sort de l'organisation, puisque j'ai le droit de faire moins de choses. Donc ça veut dire que j'ai perdu un peu de valeur, hein, et donc je vais créditer les actifs qui sortent de l'organisation. Ok, je pense qu'on commence à comprendre. Voilà. Mais soyez très attentifs à ce moment-ci. Une obligation, hein, c'est un devoir, une contrainte imposée, hein, par un contrat, une loi, même une règle morale, c'est OK, hein. Donc c'est ce devoir, hein, c'est quelque chose qui sonne bien avec d'où vient mon argent, le passif. Hein, finalement, le fait que mon argent provienne de quelque part, eh ben, me donne des devoirs en retour, hein. Soit une partie des dividendes, soit le remboursement d'intérêts, etc., etc. Hein, ou en tout cas le paiement le remboursement de ce qu'on m'a prêté. Voilà. Donc obligation et passif sont des choses voilà, qui comprennent un même concept. Hein. Et donc, si une obligation rentre dans l'organisation, ça veut dire qu'on est obligé de faire plus de choses, et donc ça veut dire que finalement, de la valeur sort de l'organisation. Donc, quand un passif rentre dans l'organisation, quand un passif augmente, en fait, je le crédite. Très bien. Et si une obligation sort de l'entreprise, eh ben, en fait, de la valeur rentre dans l'entreprise puisque mes obligations sont allégées, si vous voulez. Ah ben, alors j'ai plus de valeur. Si j'ai moins de choses à faire, hein, que je suis obligé de faire, je vais pouvoir m'occuper de choses que j'ai envie de faire. Donc ça a plus de valeur, ça. Ok. Hein. Donc, quand un passif diminue, sort de l'entreprise, eh ben, en fait, il va être débité. Alors, j'espère que les choses se mettent relativement bien en place. Troisième définition, une consommation. Hein, donc, j'ai été chercher, c'était plus clair dans la définition de consommer. Hein, donc la consommation, c'est une action de consommer. Hein, et c'est donc bien utiliser, que ce soit matière première, produits, hein, etc., marchandises, pour l'utiliser dans l'entreprise. Ok. Cette consommation, hein, elle a un rapport avec ce qu'on considère être une charge, un coût. Ok. Hein. Donc, quand je fais une charge, en fait, je note que j'ai consommé quelque chose. Mais attention, pour pouvoir le consommer dans l'entreprise, je l'ai fait rentrer dans l'entreprise. Et donc, quand quelque chose à consommer rentre dans l'entreprise, eh ben, j'ai bien de la valeur qui rentre dans l'entreprise, puisque j'ai quelque chose que je vais pouvoir consommer qui apparaît. Très bien. Si, et ça c'est quelque chose qui est un peu plus rare, mais qui arrive tout de même, si quelque chose que je pouvais consommer sort de l'entreprise, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, quand une consommation, quelque chose que je pouvais utiliser, ben, je le sors de l'entreprise, je ne peux plus l'utiliser, et ben à ce moment-là, c'est de la valeur qui sort de l'organisation. Ok. Hein. Et donc, quand une charge diminue, je vais la créditer. Très bien. Ben, vous vous doutez qu'il nous reste le dernier, hein, une production. Hein, et j'ai de nouveau été rechercher la définition de produire. Ah, donc, une production, c'est une action de produire, hein, et assurer, hein, des actions diverses qui concourent à, et c'est ça la partie importante, fournir sur le marché commercial, hein, certains biens ou services. Donc, quand je produis, en fait, je les sors de l'organisation pour aller, hein, les donner, entre guillemets, hein, en tout cas les fournir à une partie tierce. Donc, si vous voulez, quand une production rentre dans l'entreprise,
en fait, hein, il y a de la valeur qui sort de l'entreprise. Alors ça, c'est un cas aussi, hein, qui est, assez courant, hein. Donc les produits souvent ils augmentent, hein, puisque je comptabilise ce que je vends, hein, surtout, hein, et donc à chaque fois que je vends quelque chose, mais en fait il faut comprendre que cet objet produit est en fait sorti de l'entreprise pour que je puisse le vendre. OK? Donc, heu, produit, hein, quand il augmente, il est crédité et donc a fortiori, si, hem, hem, excusez-moi, hem, si, cette production, sort de l'entreprise, oui, je me suis un peu, embrouillé parce que en fait, j'ai inversé, ces 2 trucs. Alors, laissez-moi reprendre mes esprits. Voilà, donc quand une production, hem, est produite, hein, donc mon produit va, augmenter, hein, et donc, heu, quand, ma production, hein, donc mon produit augmente, en fait, ce que ça veut dire, c'est que j'ai sorti, hein, mon produit, que j'ai fait de l'organisation et donc finalement, ça veut dire que, de la valeur sort de l'organisation. Par contre, si mon, mon produit ou ma production diminue, ce qui arrive relativement rarement, mais bon, soit, hein, et ben, à ce moment-là, hein, de la valeur rentre dans mon organisation. Voilà, hein, donc cette vue, de cette valeur qui rentre et qui sort de mon organisation est finalement, pour moi, plus représentative de la systémique qu'on essaye d'analyser avec la comptabilité. Alors, si, je peux, essayer de réfléchir, comme ça, hein, je me dirais finalement que quand mon actif augmente, hein, et ben, l'actif, c'est bien un droit, OK? Par exemple, droit de propriété, hein, et que donc si j'ai plus de droits, eh ben, j'augmente la valeur, hein, la valeur rentre dans mon organisation, et donc puisque de la valeur rentre dans mon organisation, je vais débiter. A fortiori, si mon actif, qui est toujours un droit, diminue, eh ben, de la valeur va sortir de mon organisation, et donc je vais créditer. Pour le passif, qui est donc une, une obligation, hein, hem, on sait que si on a plus d'obligations, eh ben, de la valeur sort de mon organisation et donc je vais créditer. Tandis que si mes obligations diminuent, si mon passif diminue, de la valeur rentre dans l'organisation et donc je vais débiter. Alors, on retrouve une première fois, hein, le concept de plus-moins, moins-plus, que je vous ai fait retenir là tout de suite. Allons-y. Si les charges, alors on sait que les charges représentent une consommation et que donc si cette consommation augmente, ça veut dire que j'ai fait rentrer de la valeur dans mon organisation et que donc je vais la débiter. A fortiori, si cette même consommation diminue, je sais que ça veut dire que j'ai fait sortir de la valeur de mon organisation et donc je vais créditer. Mes produits qui sont, eux, des productions, hein, si ils augmentent, ça veut dire si je produis plus, je fais sortir plus de valeur de mon organisation et donc si de la valeur sort de mon organisation, je vais créditer. A fortiori, si
la même production diminue, je vais faire rentrer de la valeur dans mon organisation et donc je vais débiter. On retrouve ici notre deuxième plus moins, moins plus. OK? Hein. Donc, certains de ces concepts sont parfois un peu compliqués. Hein. Un produit qui diminue, on se dit, bah, ah, qu'est-ce que c'est? Bon, on verra que parfois ça peut arriver, hein, mais c'est un peu plus rare. Mais quand on formule les choses de cette manière, eh ben, on comprend mieux finalement que la comptabilité, son objectif, c'est simplement de comptabiliser la valeur qui rentre et qui sort de l'organisation. C'est tout. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris ça, la deuxième chose à bien fixer, c'est qu'une opération n'est pas la représentation d'un flux, mais est la représentation d'un échange ou d'un double flux qui, en principe, est équitable. C'est-à-dire que dans cet échange, on aura une valeur qui rentre qui équivaut à une valeur qui sort, et qu'en principe, ce qui rentre équivaut à ce qui sort pour une opération. Voilà. Alors, en pratique, ça nous mène où? Eh bien, ça nous mène à ces concepts de la partie double. Hein, je vous les avais vendus comme ça. Je vous avais dit oui, c'est une manière de calculer deux fois la même chose. Hein. Eh bien, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on se dit que tout ce qui sort égale tout ce qui rentre, tout simplement. OK? Hein. Et donc, si à partir du moment où on est d'accord sur le fait que tout ce qui sort égale tout ce qui rentre, eh ben, on est d'accord que pour une opération, ben, tout ce qui est débité égale ce qui est crédité, puisque hein, ça représente ce qui rentre et ce qui sort. Hein. Et également, par période ou par groupe cohérent qu'on est capable de faire, la somme des montants débités va forcément être égale à la somme des montants crédités. OK? Et par déduction logique, la somme des soldes débiteurs va forcément être égale à la somme des soldes créditeurs. Donc ici, je pose déjà les bases qui vont nous être utiles à faire notre balance des paiements. Hein. On va pas voir ça en détail aujourd'hui, mais voilà, c'est là, on sait maintenant hein, comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier hein, que tout ça est bien calculé, tout simplement. Voilà. Alors, allons-y pour un petit exemple illustratif. Vous retrouvez la notation des comptes ici hein, du grand livre des comptes. Hein, avec ces petits T là, hein, un T par catégorie. Hein, donc ici, on va simuler l'achat de mobilier pour 10 000 € à une date précise. Alors, première chose qu'on doit pouvoir savoir faire, c'est se dire ben, qu'est-ce qui va être mouvementé au moment où j'achète du mobilier. Alors, j'ai déjà fait l'exercice pour vous. Hein. Fatalement, il va y avoir un meuble hein, qui va rentrer dans l'organisation. Donc, je vais avoir un actif mobilier qui va rentrer. Première chose à faire, c'est un actif de long terme. Je vais en classe 2 et je vais regarder. Hein, j'y vais directement, mais vous pouvez lire chacune des rubriques pour être sûr. Moi, je vais directement en 24, mobilier et matériel roulant. Et je vois ici 240 mobilier et matériel de bureau. OK, je vais mettre ça là. Très bien, donc je sais à quel compte j'aurai affaire. Ensuite, bah, c'est très bien, je reçois le meuble, mais je ne le reçois pas tout seul, le meuble, je le reçois avec une facture à payer à mon fournisseur. Alors ça, c'est très bien. Ça veut dire que finalement, j'ai une dette fournisseur, hein, qui vient se rajouter dans mon organisation. Première chose à faire, allez voir où est-ce que je vais hein, comptabiliser cette dette fournisseur. Fournisseur, je sais que c'est un passif, je sais qu'il est de court terme parce que la facture, je vais devoir la payer bientôt. Hein, et donc,
hein, moi j'y vais directement, mais vous pouvez faire chacune des catégories, hein, et vous allez en 44 dettes commerciales, et là on voit bien 440 fournisseurs. Ok, je sais où je dois classer ces deux choses. Donc j'ai les termes de l'échange. Très bien. Maintenant, où est-ce que je vais aller mettre ces 10 000 euros? Alors, deux raisonnements possibles. Le premier, le raisonnement avec notre petite recette analytique, hein. Par exemple, pour mobilier, mobilier est un actif. Ok, c'est un actif que je vais augmenter. J'ai un mobilier en plus, hein, qui augmente, très bien, hein. Et actif est bien à gauche, hein, où il est dit avant passif, donc il est bien plus, où il augmente bien par la gauche aussi, donc par le débit. Ok, donc je sais par ce petit système que je dois mettre un mouvement au débit. Faisons le même raisonnement pour fournisseur. Fournisseur est bien un passif, donc il est à droite, hein, actif-passif, hein, donc moins plus, donc il augmente, donc moins débit, ou, excusez-moi, euh, ou il est à droite, donc c'est pas moins débit, c'est plus crédit, hein, il me semblait bien que je disais des bêtises, hein, il augmente par la droite, ou il est à droite, donc plus crédit, hein, et donc je vais mettre un mouvement au crédit. Alors, si je veux reprendre mon raisonnement plus systémique, je me dis, voilà, il y a un actif qui rentre dans l'organisation, un droit qui rentre dans l'organisation, eh ben, valeur qui rentre, débit, et j'ai ma facture avec ma dette fournisseur qui rentre dans l'organisation, mais c'est une obligation, donc j'inverse, c'est de la valeur qui sort, et donc crédit. Voilà, hein. Et donc je vais mettre 10 000 là, hein, au débit, et 10 000 au crédit. Alors, vous remarquez que j'ai rajouté des petites choses, hein. Chaque fois que vous allez mettre une opération au grand livre des comptes, vous n'oublierez pas de mentionner le numéro de l'opération. Ça, c'est pour pouvoir retrouver finalement votre opération dans le livre journal, et la date pour savoir finalement, hein, à quel moment, enfin, qu'est-ce qui est déjà comptabilisé, hein, et qu'est-ce qui ne l'est pas, hein, pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, hein, là. Voilà, hein, bah, je vous ai remis enfin, disons, des conventions qui datent un peu, hein. En général, on met le numéro à gauche, et, enfin, excusez-moi, le numéro à l'extérieur d'opération, et la date à l'intérieur, hein, de notre petit T, hein. Comme ça, voilà, vous êtes au courant si jamais vous tombez sur un comptable qui fait encore les choses à la main, ou qui est un peu rigide d'esprit. Voilà. Donc oui, c'est ce que je vous viens de vous dire ici, hein. Donc toute inscription grand livre des comptes, la date, on l'a dit, le numéro de l'opération, on l'a dit, le numéro de compte prévu, on l'a dit, et l'intitulé du compte, on l'a dit. Voilà, tout est fait. Très très bien. Alors, autre exemple, paiement de 500 euros comme intérêt de notre emprunt. Right. Ok. Donc, ici, ce qui se passe, hein, c'est que, en fait, c'est la banque, hein, qui nous prévient qu'elle a prélevé, en général toute seule, un certain montant sur notre compte en banque, et qu'elle a alloué ce montant au paiement des intérêts d'un emprunt qu'on avait chez eux. Ok, hein. Donc on va aller rechercher ce dont on a besoin. On voit bien qu'on parle d'un mouvement de la banque, et on voit bien qu'on parle de remboursement d'un intérêt, hein, excusez-moi, pas remboursement, paiement d'un intérêt, hein. Donc, ok, le paiement d'un intérêt, ça c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement, hein, et donc je vais aller chercher ça en charge. Alors, les charges,
je vous rappelle qu'elles sont toutes comptabilisées dans la même classe, la classe 6, oui, c'est bien ça. Hein, elle est assez longue, la classe 6. Hein, donc je vais refaire les rubriques avec vous. Approvisionnement et marchandises, niet. Services et biens divers, niet. Rémunération et charges sociales, niet. Amortissement et réduction de valeur, niet. Autres charges d'exploitation, bof. Charges financières, yes, on a trouvé ce qu'il nous fallait, effectivement. Ce sont des charges qui sont liées à un emprunt, donc ce sont bien des charges financières. Je vais pouvoir rentrer dedans. Charges des dettes, c'est tout à fait ça. 6500, intérêts, commissions et frais afférents aux dettes. Ok, ça, c'est le bon compte, je l'ai retrouvé. Bon, l'autre est pas très compliqué, on l'a déjà fait ensemble. Banque est un actif totalement liquide, donc il va être classé au même endroit en classe 5, et moi je vais aller directement à 55 établissements de crédit, et là je vois 5500 banques. Très bien. Maintenant que je sais où classer les différentes choses, je vais raisonner. Le premier type de raisonnement me dit, ok, intérêt des dettes. Alors ça, c'est quoi? C'est une charge, on a bien compris. Hein, je dis bien charge produit, donc elle est à gauche et elle augmente par la gauche. Right. Ou plus, moins, plus, elle est à gauche et le plus est en premier, donc il est au débit. C'est bien une charge qui augmente, hein, et donc voilà, je la débite. Pour la banque, ok, c'est bien un actif, et je dis actif passif, ok. Donc il augmente bien par la gauche, mais attention ici, hein, la banque, j'ai moins d'argent dans ma banque, hein, donc cet actif a diminué. Hein, et donc il va bien diminuer par l'opposé, hein, le crédit. Voilà. Alors raisonnons maintenant en termes de flux de valeur. Ça va être plus compliqué, mais on va y arriver. Hein. Ok. Donc rappelons-nous, une charge est une consommation. Donc ça veut dire que pour consommer quelque chose, je l'ai fait rentrer dans l'organisation. Ok. Donc là, j'ai consommé, hein, et je vais débiter. Très bien. La banque est un actif, donc c'est un droit. Hein. Et donc, ce droit, dans ce cas-ci, je le perds, puisque sur mon compte en banque, il va y avoir moins d'argent. Donc, je perds un droit d'acheter quelque chose avec ça. Je perds, et donc, finalement, de la valeur sort de mon entreprise et je crédite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en plus ici? Hein, ben, vous voyez que le numéro d'opération, j'ai mis numéro d'opération plus 1. Ok. Donc ces numéros d'opération, ils vont chaque fois se suivre de manière chronologique. Et donc ça, on devra y faire bien attention. Exemple avec intervention d'un compte de produit, très bien, vente de marchandises, hein, pour 200 € à une date précise, très bien. Alors, si je vends de la marchandise, eh ben, les deux comptes que je vais, enfin les termes de l'échange sont un, finalement, faire un produit, vendre de la marchandise, et deux, hein, acter le fait que notre client a une dette envers nous par rapport à ce produit qu'on lui a cédé. Hein. Cette dette étant symbolisée par la facture que on lui donne. Très bien. Alors, mes clients, on a déjà été le rechercher. On sait que c'est quelque chose, donc c'est une créance client, c'est bien un actif, qu'il est de court terme, qui se trouve donc dans la classe 4, hein, et on a déjà été le chercher, donc on a ici 400 clients. Très bien.
Vente de marchandises, je sais que c'est un produit, donc je sais que je vais aller le chercher en classe 7. Hein, et donc, si je le prends avec vous pour vous laisser le temps, hein, je vais regarder la classe 7. Je vois pas où je l'ai classé. Voilà, très bien. Et là, je regarde vente de marchandises 700. Right. Très bien. Maintenant, voyons si on arrive à raisonner. Un client est donc bien un actif, il représente donc bien un droit qui augmente et donc la valeur rentre dans l'organisation. Je vais débiter ce compte. D'un autre côté, vente de marchandises est bien un produit. Ok, on dit bien charge produit, hein, donc il est bien à droite et il va augmenter par la droite au crédit. Reprenons notre raisonnement systémique, système avec des valeurs, hein, et donc ah ben, j'ai mélangé les deux raisonnements en fait, hein. Mais donc j'espère que vous aurez compris, je le refais quand même systémique, hein. Donc mon raisonnement systémique dit que client est un actif, que c'est un droit et que donc il rentre un droit qui rentre de la valeur qui rentre au débit, mais l'actif est aussi à gauche, hein, et donc il augmente par le débit, c'est OK. Vente de marchandises est bien une production, hein, et quand je fais une production, j'ai de la valeur qui sort de l'entreprise, hein, et donc puisque ça augmente, je vais le créditer, hein, et donc produit est bien à droite et augmente par le crédit à droite. Right. Bon, ben, j'espère que ça commence à rentrer, hein. Vous voyez bien que j'ai mis numéro d'opération +2, donc chaque fois que je fais une opération, je l'augmente d'un chiffre. Voilà. En principe, chaque enregistrement ou chaque opération doit se baser sur un document de référence et ce document, on l'appelle pièce justificative. Ces pièces justificatives sont soit d'origine externe, c'est-à-dire qu'elles sont produites par quelqu'un d'autre et je vais les enregistrer dans ma comptabilité. C'est l'exemple d'une facture d'un fournisseur, d'un extrait de banque ou d'un extrait de rôle dont on n'a pas encore parlé, hein, ou elle peut être d'origine interne, c'est-à-dire que je produis moi-même une pièce justificative qui explique, hein, les flux qui se sont passés dans l'organisation. Je peux faire un relevé de caisse, je peux faire une facture de vente, je pourrais faire aussi un décompte des rémunérations. Ça, ce sont toutes des pièces justificatives qui donneront lieu à une opération et donc un enregistrement d'un échange. Voilà. Voilà, une dernière chose, hein, donc évidemment, la situation initiale des comptes de bilan n'est pas la même que celle des comptes de résultats. Parce que, bon, à la constitution de l'organisation, évidemment, la situation initiale du bilan, eh ben, sera simplement les différents apports qu'ils soient en nature ou financiers des différents actionnaires, hein, qu'on classera au bon endroit, et on aura notre situation initiale, et en principe, l'argent qu'on nous a apporté équivaut à ce qu'on en a fait, hein, donc on a du passif qui est crédité et de l'actif qui est débité. Voilà, ça c'est notre situation initiale au moment de la constitution de l'entreprise. Après, eh ben, on va faire des tas de choses qui vont mouvementer notre bilan, hein, et à la fin de l'exercice, une fois qu'on a réinjecté le compte de résultat dans notre bilan, on aura des soldes débiteurs et des soldes créditeurs qui seront un petit peu la photo, si vous voulez, de notre patrimoine au moment de la clôture de l'exercice comptable. Très bien, on fait la photo et puis au moment où on recommence
un nouvel exercice comptable, et ben, cette photo, on va la réintégrer dans, hein, cette situation initiale qui sera au débit pour l'actif et au crédit pour le passif, heu, de manière générale, on va dire. Voilà, ce principe est le principe de continuité du patrimoine, OK? Vous revendez pas tout chaque année pour racheter tout, vous remboursez pas tout chaque année pour réemprunter tout, non, hein, il y a une certaine continuité qui se fait d'un exercice à l'autre. Pour le compte de résultat, c'est pas du tout la même chose. La situation initiale des comptes de résultat, dans tous les cas, que ce soit à la création de l'entreprise ou que ce soit après la clôture de l'exercice comptable, c'est égal à zéro. Donc, pas de situation initiale. Le compte de résultat, il est chargé de vous montrer le, j'espère, le profit ou la perte, hein, que vous avez fait sur une certaine période. Une fois que vous avez calculé le profit que vous avez fait, eh ben, vous le réinjectez dans le compte de bilan et donc vous videz finalement votre compte de résultat de tout ce qu'il y avait dedans pour pouvoir recommencer à zéro, hein, dès l'exercice prochain. Voilà. Eh ben, on en a fini pour aujourd'hui. Ben, je vous souhaite à la semaine prochaine où on verra le compte de résultats. Merci bien et à bientôt.